Salut à tous, bienvenue sur cette petite vidéo Terre plate, une fois encore, où on va aborder différents sujets qui sont traités par la nouvelle vague des platistes, la bande de Freddy Krueger. Freddy Krueger qui est accompagné souvent de The Donk Illuminati, de Valdec, du Réveil conspirationniste, alors bon, une bande de joyeux lurons, quoi, qui, contrairement à la bande de Nenki et compagnie, euh, font en sorte d'inviter maintenant des globistes sur leur live. C'est une erreur, je dis bien ça aux globistes, j'aime pas dire globistes parce que je trouve ça débile, mais enfin bon, voilà, d'aller sur leur live. Ces gens ne vous laisseront pas vous exprimer correctement. Ils vont vous noyer sous des tonnes de questions, hein. Quand vous allez avancer un argument, ils vont essayer de détourner votre argument et vous poser des questions qui sont globalement assez bêtes, mais suffisamment déstabilisantes pour vous bloquer. Et quand vous allez tenter de vouloir y répondre, ils vont vous couper la parole. Et ce genre de manipulation est ultra chiant à gérer. Donc ça sert à rien. À 5 contre 1, c'est injouable. Vincent s'y est essayé hier en appuyant son argumentaire sur l'expérience qu'il a proposé de faire à Valdec, à savoir mesurer la variation de la position, enfin de l'angle que forme l'étoile polaire Polaris par rapport à l'horizon en fonction de sa position du nord au sud. Valdec n'a jamais voulu faire l'expérience et Freddy Krueger ainsi que le réveil conspirationniste n'ont pas laissé Vincent s'exprimer correctement, ne l'ont pas laissé parler, et pourtant c'est une expérience qui est tout à fait pertinente. Elle est tout à fait pertinente, j'en ai déjà parlé. Euh, voilà, et c'est quelque chose qui est globalement inexplicable avec la Terre plate. Voilà. À savoir que si vous tracez un graphique avec pour abscisse votre distance par rapport au pôle Nord et en ordonnez l'angle que forme l'étoile polaire avec l'horizon, si vous faites un graphique et que vous reportez en vous déplaçant du nord au sud votre position en disant par là je me situe à 2000 km du pôle Nord, je me situe à 2500 km du pôle Nord, je me situe à 2300 km du pôle Nord, etc. etc. L'étoile polaire se situe à tel angle au-dessus de l'horizon, tel angle au-dessus de l'horizon. À chaque fois, vous mesurez l'angle de l'étoile polaire, eh bien, vous allez avoir une variation, un nuage de points qui va former une droite. Dans la réalité, c'est ce qui se produit. Ça forme une droite. Voilà. Maintenant, si vous faites exactement la même manipulation en imaginant que vous vous trouvez sur une surface plane, alors vu que vous ne vous trouvez pas sur une surface plane, donc ça ne peut pas vous ne pourrez pas l'observer. Mais par exemple, vous faites un schéma avec, je ne sais pas, un papier avec des règles, vous mesurez l'affaire, et vous faites exactement la même manipulation. Alors vous pouvez le faire aussi pour une sphère, hein. Vous pouvez très bien le refaire pour un rond, pour une sphère, vous pouvez mesurer les deux paramètres. Alors n'oubliez pas, hein, l'étoile polaire, elle se situe à une distance qui est tellement grande que ces rayons, les rayons de cette étoile qui arrive jusqu'à la Terre, sont parallèles. Vous savez que plus vous étirez un triangle, plus il y a plus le point, pardon, les droites qui sont rattachées au point que vous allez étirer éloigné de l'autre côté, du point opposé, plus ces droites vont être parallèles. Et en plus, bon, on va souligner le fait que Polaris c'est une étoile, donc c'est une étoile qui est plus grosse que la Terre, donc ces rayons arrivent parallèles à la Terre, voire même ils convergent un peu, si on voudrait être un peu tatillon. Bref, si vous faites le même schéma par rapport à une Terre plate, vous allez obtenir un nuage de points qui ne va plus former une droite, hein, je répète, hein, abscisse ordonnée, distance au pôle Nord et puis l'angle que forme l'étoile polaire. Ça ne formera plus une droite, ça va former une courbe. Voilà. Donc l'expérience de Vincent est tout à fait pertinente. Elle est facilement reproductible. Vous pouvez le faire en vous déplaçant du nord au sud de la France si vous n'avez pas trop envie de vous bouger le cul. Mais peu importe votre position, vous pouvez vous déplacer du nord au sud, mais après vous pouvez vous déplacer de l'est à l'ouest. Le but du jeu étant de savoir à quelle distance vous vous trouvez du pôle nord. Voilà, c'est tout con. Et pour savoir à quelle distance vous vous trouvez du pôle nord, vous utilisez un GPS, voilà, hein, c'est pas plus con que ça, hein. Ou bien si vous n'êtes pas parfaitement d'accord avec
avec le GPS où vous pensez que le truc est trafiqué, vous pouvez très bien, en vous servant d'une carte de France, hein, mesurer la distance qui vous sépare de vos points du nord au sud de la France ou du nord au sud de l'Europe, hein, c'est ce que selon. Et vous verrez que le nuage de points formé par l'angle que forme Polaris avec l'horizon est une droite. Voilà. Ça, je l'ai déjà expliqué, c'est dans la chaîne The Science Coder, l'émission spéciale sur la Terre plate. Ensuite, on a quelque chose qui revient souvent avec, alors là c'est Tony 677 ou 777, je ne sais pas qui arrive souvent avec ce bouquin, c'est une encyclopédie américaine qui date de 54 je crois, ou de 58, je ne me rappelle plus, qui parle du dôme en Antarctique. Alors ça, on l'a expliqué déjà des dizaines de fois, mais les dômes, ils ne parlent absolument pas du dôme magique qui sépare le firmament des eaux d'en dessous, enfin bref, de cette histoire. Le dôme, c'est simplement un relief géographique. Il y en a plusieurs sur l'Antarctique. L'Antarctique, c'est un immense glacier, c'est un plateau glaciaire. On appelle ça un inland sea. Voilà. J'ai un peu de mal à prononcer le mot. C'est une accumulation de neige qui, au fur et à mesure des siècles, va finir par former de la glace. Hein, comme c'est exactement ce qui se produit dans les Alpes, mais à une échelle infiniment plus grande. Cette glace va s'accumuler sur certaines zones et ça va former des bosses. Ces bosses sont très peu marquées, hein, c'est-à-dire si vous vous situez dessus, vous avez l'impression d'être sur une surface complètement plate. C'est absolument pas le cas, vous vous trouvez à la surface d'un relief. Un relief qui forme un dôme. Et c'est pour ça que les reliefs en Antarctique sont appelés des dômes. Il y a des crêtes de montagne en Antarctique, il y a des vallées, il y a des crêtes de montagne, il y a je sais pas, des baies, des caps, etc., etc. Mais comment on peut caractériser des surfaces qui ont un relief qui est excessivement peu marqué, hein, l'inland 6, vous avez exactement la même formation, enfin le même phénomène à la surface du Groenland, eh bien, on est obligé de les nommer des dômes. Voilà. Et vous avez une carte de l'Antarctique qui existe, qui est sur Internet, hein, Living Atlas 2.argis, sur lequel vous pouvez faire apparaître les courbes de niveau. Voilà, et vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs reliefs à la surface. Bon, alors j'espère quand même que vous savez lire des courbes de niveau, hein, mes amis platistes. Et ces reliefs sont simplement surnommés des dômes, tout simplement. Voilà. Donc la mention de dôme dans ce bouquin en anglais ne signifie absolument pas que les mecs ont découvert qu'il y avait un dôme magique, je sais pas trop quoi, hein. Voilà, c'est simplement le nom de relief géographique. D'ailleurs, il y a la station franco-italienne en Antarctique qui est située sur le dôme C. La station Concordia est située sur le dôme C. Voilà. Donc arrêtez avec ces histoires, ça devient débile, quoi. C'est absolument pas une découverte que vous êtes en train de faire, c'est simplement vous comprenez pas ce que ce que vous lisez, c'est tout. Voilà. Ça coule d'une profonde méconnaissance de beaucoup de choses en fait, hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, alors il y a quelque chose qui revient souvent, c'est l'histoire de la souris sur le moteur de la fusée, d'une des fusées de SpaceX, Falcon 9. Vous savez, cette séquence-là où on voit la fusée, une espèce de truc là, qui se déplace sur le moteur de la fusée. Voilà. Et alors là, tout le monde, surtout chez les platistes, et puis ceux qui disent que l'homme ne va pas dans l'espace, eh bien, que SpaceX a été trop con pour oublier de en tirer une souris de ses studios. Bon alors déjà, les gens qui ont confondu ça avec une souris, je suis désolé de vous dire, mais vous n'avez jamais observé de souris dans votre vie, hein. Parce qu'une souris avec des oreilles aussi grandes, déjà, c'est un peu bizarre. Mais surtout, on n'observe aucun mouvement de la peau, hein. Quand une souris se déplace, surtout quand elle se déplace comme ça, on voit vraiment le mouvement des omoplates et des os du bassin. Quand la souris se déplace, là, elle glisse, on dirait qu'elle est sur un rail. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été expliqué déjà des dizaines de fois. Mais je vais vous montrer que c'est quelque chose. Alors déjà, si vous aviez pris la vidéo et vous l'aviez remontée, vous l'avez laissé se dérouler, la vidéo d'origine, vous aurez vu que cette souris, au bout d'un moment, il y a une oreille qui se détache et puis elle finit par disparaître. Elle finit par partir en morceaux. Déjà, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Voilà. Et donc, j'ai été chercher
une autre vidéo d'un autre lancement d'une autre fusée Falcon 9. Voilà. Alors la résolution est un peu meilleure. Je vais retirer le son. Et vous voyez donc ici, là sur l'image de droite, on voit la tuyère qui est éclairée par le soleil alors que la fusée a décollé de nuit. La caméra qui filme de l'autre côté, donc là on est dans la partie qui est dans l'ombre de la tuyère, on voit le rayonnement de la tuyère qui est chauffée. Et attention, on va changer de plan. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Regardez, je mets en pause. On observe des machins qui viennent et qui se situent exactement où se situait la souris. Voilà. Vous voyez? Hop, on change de plan. Et rebelote. Vous voyez que les morceaux, ils se détachent, ils disparaissent, etc., etc. Ces morceaux sont simplement des fragments de glace. Quand la fusée est sur son pas de tir, on remplit ses réservoirs de carburant liquide. Les carburants, c'est du méthane, ça peut être de l'hydrogène. Les fusées de SpaceX, je ne me rappelle plus trop à quoi le carburant. Il faudrait que je regarde, mais soit c'est l'hydrogène, soit c'est du méthane, soit c'est du... Bref, je ne m'en rappelle plus. Mais quoi qu'il en soit, il y a aussi de l'oxygène liquide qui est injecté dans les réservoirs. Vous savez que quand on détend un gaz, ce gaz se refroidit. Et pour faire passer le gaz d'un réservoir à un autre, eh bien, vous avez malgré tout une détente du gaz qui se crée et donc il y a des conduits, des canalisations sur la fusée qui sont exposées à l'extérieur dont la température elle va baisser. On est en Floride. En Floride, le taux d'humidité il doit être à plus de 70%, voire plus de 80% en continu, voire 100% d'humidité quand il y a la période cyclonique, etc., etc. La vapeur d'eau qui est présente dans l'atmosphère va se condenser sur la fusée, sur les tuyères, sur les canalisations, sur les réservoirs, et ça va former du givre. Et ce givre, au moment du décollage, eh bien, il va se détacher et il va tomber. Et en tombant, il peut rester coincé sur des structures qui sont saillantes, en l'occurrence voilà, cette bordure de tuyère. Je ne sais absolument pas à quoi ça sert ce machin, mais les fragments peuvent tomber, glisser ici et rester collés à cet endroit. Je ne sais pas pourquoi elle m'a sorti ça. La fusée en s'inclinant, et oui parce que la fusée elle s'incline quand elle décolle, hein. Ça il faudra que vous le compreniez aussi une fois. La fusée en s'inclinant, la gravité va faire que les morceaux qui sont répartis tout autour de cette couronne vont glisser vers le point le plus bas de la couronne. Tandis que la fusée est en train d'accélérer, mais elle est aussi inclinée. Donc, vu qu'elle est inclinée, les morceaux de glace vont glisser et vont s'accumuler à cet endroit-là. C'est pour ça qu'on a eu l'impression que la souris se déplaçait et venait à cet endroit-là. C'est tout. Il n'y a rien de mystérieux. C'est absolument pas une souris. Et ce genre de phénomène, vous l'observiez déjà sur les lancements précédents. Le fait est qu'il y a un morceau qui ressemble à une souris, c'est plutôt rigolo dans l'affaire. Mais le fait est qu'on vous a expliqué à plusieurs reprises que c'est simplement de la glace qui se détache des canalisations de la fusée et que vous ne vouliez pas le comprendre et vous continuiez de dire c'est une putain de souris, nani nana, c'est lourd quoi. C'est simplement en fait, vous voulez pas comprendre, arrêtez de dire que vous voulez comprendre, vous êtes juste dans le délire de vouloir continuer de croire à votre connerie quoi. Voilà. Morceau de glace, gravité, etc. La fusée qui accélère et puis qui s'incline, donc la glace qui se détache, elle glisse sur la tuyère, elle finit par se foutre ici. Voilà. Allez, de quoi on va parler après? Ah oui, alors le détroit de Bering. Le détroit de Bering, ça c'est aussi la marotte de Lucia, qui vient régulièrement, qui finit par dire que le détroit de Bering n'existe pas. Alors le détroit de Bering, vous pouvez le traverser vous-même. Il faut seulement comment dire, faire une demande d'autorisation auprès des autorités américaines et auprès des autorités russes. Pourquoi? Parce que c'est une zone frontière entre deux blocs concurrents. Hein, et que sur l'extrémité, les deux extrémités du détroit de Bering, il n'y a pas de poste frontière, il n'y a pas de douane. Vous voyez ce que je veux dire?
Quand vous êtes navigateur, si un jour vous allez faire de la navigation, et de la navigation à l'international, vous ne pouvez pas accoster n'importe où sur un pays. Hein. Vous n'allez pas, s'il y a un navigateur qui arrive par exemple en France depuis les États-Unis avec son voilier, il va pas accoster sur Ouessant, il va d'abord devoir accoster sur un port où il y a une capitainerie et un bureau de douane. Voilà, c'est une obligation. Et en l'occurrence, sur ces points géographiques, il y a certainement peut-être des bases militaires, etc. Mais il n'y a pas de douane, pas de capitainerie, enfin pas d'endroit où vous faites tamponner votre visa pour arriver. Donc, il faut faire une demande d'autorisation pour naviguer entre ces deux points. Les conditions de navigation aussi, elles ne sont pas excessivement bonnes. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de voiliers qui passent par la zone. Mais il y en a. Vous allez chercher sur Internet, vous en trouverez. Ensuite, quand il y en a qui disent qu'il y a une différence de 7 heures entre les deux extrémités, enfin entre les deux pointes du détroit de Bering, c'est simplement une histoire de fuseau horaire. Hein. On est sur la ligne de changement de date, mais alors, si l'ombre de la Terre, elle éclaire seulement la moitié hein, du globe, la manière dont les humains ont réparti les fuseaux horaires de part et d'autre de ce globe, on va regarder la répartition des fuseaux horaires, hein. Voilà. Donc la carte des fuseaux horaires, vous vous rendez bien compte quand même que la répartition des fuseaux horaires sur la carte des pays, elle ne suit pas exactement les méridiens. Chaque pays s'est adapté de manière à ce que ce soit cohérent avec les pays voisins, de manière à des histoires d'économie d'énergie, etc., etc. Mais vous voyez que l'intégralité du Groenland est sur quasiment un seul fuseau horaire. Pourquoi? Bon, parce que le Groenland étant quasiment peu peuplé, ça n'a pas vraiment une grande importance que cette partie du Groenland, en plus, vu qu'on est quasiment proche du pôle, les, les distances entre chaque fuseau horaire physique sont très peu marquées. Mais en l'occurrence, l'Alaska est sur un fuseau horaire, c'est le fuseau horaire -9. Hein. L'intégralité de l'Alaska est sur le fuseau horaire -9. Et l'intégralité de l'extrémité orientale de la péninsule de la Russie est sur le fuseau horaire +12. Donc effectivement, quand on observe les fuseaux horaires, on se dit putain, le décalage horaire il est trop gros pour qu'il y ait seulement 30 km ou 80 km qui séparent les deux pointes. C'est juste une question d'adaptation. C'est les pays, les États qui ont fait ça de manière à faciliter leur business, leur économie, etc., etc. La répartition des fuseaux horaires à la surface du globe, elle est seulement tributaire d'une volonté politique. Après, voilà, il y a pour chaque pays, pour vous trouvez à n'importe quel endroit, vous avez le crépuscule astronomique, crépuscule civil, crépuscule astronomique, et ça, vous ne pouvez pas le changer. Mais l'heure locale, une heure, c'est quelque chose qui est artificiel. Si on respectait vraiment le fuseau horaire solaire, eh bien, partout sur Terre, quand le soleil est au zénith, on devrait indiquer à notre montre midi. Seulement, le problème, c'est plus vous déplacez vers l'ouest ou à l'est, et ça va être compliqué. Vous allez devoir régler votre montre en permanence, tout ça. C'est pour ça que les mecs, ils sont répartis, ils ont coupé la Terre en plein de fuseaux horaires, et puis chaque pays, chaque région a dit, bon, bah voilà, nous, on va se mettre sur tel fuseau horaire, de manière à être quand même cohérent par rapport à la course du soleil, mais aussi de manière à ce que ça soit cohérent avec les pays voisins. Voilà, pour éviter qu'il y ait un décalage horaire trop grand, je sais pas, peut-être pour des questions d'économie, de bourse, d'ouverture de marché, j'en sais rien. Voilà. Mais pour l'Alaska et l'extrémité de la Sibérie, vu le peu de nombre de personnes qui habitent là-bas, bon, les mecs ils s'emmerdent pas trop quoi. Voilà. Et alors je vais vous donner un lien vers un site qui s'appelle EODIS dont j'avais déjà parlé, qui vous donne des photos satellites du détroit de Bering pour chaque jour. Donc vous pouvez observer l'évolution des glaces, mais vous pouvez observer aussi les nuages, etc., etc. Alors vous avez plusieurs satellites qui couvrent la zone. Alors ça dépend selon l'angle selon laquelle les photos ont été réalisées. Les images sont plus ou moins nettes de temps en temps, mais vous pouvez observer l'évolution des morceaux de glace. Alors je vais faire 3 photos. Allez, on va en faire 4. Hop, on va faire ça, voilà.
Voilà, vous pouvez observer par exemple ces morceaux de banquise qui se déplacent à la surface de l'océan. Voilà, le détroit de Bering. Donc le détroit de Bering, il est survolé. Vous pouvez même voir quand il y a des incendies, vous pouvez voir les panaches de fumée, etc., etc. Des fois, vous pouvez même voir les traînées de condensation. Hein. Non, c'est pas des chemtrails, etc., etc. Voilà. Donc tous les liens, tout ça, je vais vous filer, je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo. De quoi ils ont encore parlé? Alors, Antarctique. Ah oui, alors les Américains, au cours de l'opération Fishbowl, ont tenté de casser le dôme. Voilà, ils ont testé l'altitude du dôme en faisant péter des bombes dessus. Euh, c'est tellement con que je ne sais pas quoi en penser. Les platistes viennent de découvrir le programme Dominique, qu'on a appelé aussi Fishbowl, qui a été mené par les Américains dans les années 60, au tout début des années 60, en 62, je crois, 61, 62, qui consistait à faire péter des bombes à très haute altitude, des bombes atomiques à très haute altitude, de manière à mesurer les effets que ça pouvait avoir. En l'occurrence, quels seraient les effets d'une explosion atomique à très haute altitude? Ils s'étaient rendu compte que ça crée une impulsion électromagnétique, et voir si ça pouvait être utilisable de manière militaire. Donc ils se sont amusés à faire péter des bombes dans l'espace. Donc des explosions qui ont eu lieu de 40 km à 400 km d'altitude. Et il y a une bombe, la Starfish Prime, qui a pété et a fait griller un paquet de matériel dans la zone qui se situait en dessous de son secteur d'explosion. Et contrairement à ce que raconte Tony 777 et compagnie, les explosions atomiques n'ont pas eu lieu au-dessus de l'Antarctique, hein, parce que c'est ce qu'ils s'amusent à raconter de temps en temps. Ils disent que les Américains ont voulu mesurer l'altitude du dôme au-dessus de l'Antarctique. Non, pas du tout. Ces explosions ont eu lieu au-dessus de Hawaï. Voilà, donc Starfish Prime a endommagé des postes radio, des postes radars, etc., etc., des transformateurs dans la région qui se situe sous Hawaï. Et ça a été jusque assez loin, hein, d'ailleurs. Je ne sais plus trop jusqu'où il y a eu des répercussions, mais ça a foutu un sacré bordel. Et d'ailleurs, les radiations, tout ça, qui ont été générées par cette explosion, ont formé temporairement une troisième ceinture de Van Allen qui aurait endommagé certains satellites aussi. Voilà. Et donc les platistes découvrent cette opération, tout ça, et moi ça me fait un peu rire parce que Starfish Prime, on en parle depuis les années 90, si ce n'est avant. Moi j'étais peut-être trop jeune pour m'y intéresser, mais moi j'ai commencé à m'y intéresser à partir des années fin 90 parce que les Américains commençaient à déclassifier toute une série de documents visuels qui avaient été filmés pendant les essais atomiques du programme nucléaire américain. Et donc les Américains documentaient beaucoup leurs essais nucléaires, faisaient des vidéos qui avaient des visées à être diffusées dans les états-majors militaires, etc., etc., qui visaient à documenter de manière scientifique les effets des explosions nucléaires. Et toutes les bobines ont été récupérées, et dans les années 90, il y a des mecs qui sont amusés à les nettoyer, à les remettre en état de manière à les rendre esthétiquement jolis, si on peut parler de quelque chose de joli pour une explosion nucléaire. Mais surtout, ils voulaient faire un documentaire avec ces vidéos, ces bobines. Et c'est ce qui aboutit à la réalisation du film Trinity and Beyond, dont j'avais déjà parlé dans une vidéo. Alors là, je vous donnerai le lien, Trinity and Beyond, qui date de 95, qui est un film, qui est un documentaire qui est vraiment pas mal du tout, qui retrace les grandes étapes du programme militaire américain, hein, en partant de Trinity, et ça se termine avec le premier essai atomique chinois. Voilà. Et vous avez toute une séquence à partir de 1h33 par exemple, pardon. Donc le documentaire il est visible hein, sur internet. Alors je sais pas si c'est légal, mais vous cherchez Trinity and Beyond sur internet et vous allez le trouver. Bon, il n'est pas sous-titré, mais il n'y a pas beaucoup de dialogue, donc vous allez vous en sortir. Je vous mets la petite séquence. Il faut savoir que le truc rigolo, c'est que la bande originale de ce film, elle a été enregistrée
à l'Orchestre Philharmonique de Moscou. Et il y a une charge atomique hein, quand même dans le missile là. Les mecs ont dû avoir les fesses qui ont fait bravo. Visiblement, il n'y a pas eu de pollution radioactive. Mais ils ont arrêté le programme. Donc, depuis 95, ce documentaire existe. Hein. Donc, c'est absolument pas nouveau. Vous pensez bien que s'ils avaient tenté de faire péter le dôme, ils ne mettraient pas des vidéos disponibles auprès du grand public comme ça. Alors, il y a eu un autre documentaire qui est sorti peu de temps après, qui lui est visible sur YouTube, qui s'appelle Nuke in Space, The Rainbow Bombs. Et donc, c'est un documentaire qui retrace justement la chronologie de ces essais nucléaires dans l'espace. USS Northern Sound. The missile's 1 kiloton warhead detonates at an altitude of 300 miles. As Christophilus had predicted, charged particles from the detonation travel along the lines of the Earth's magnetic field, temporarily creating a new belt of high-intensity radiation. For one of the most significant Alors, ils ont appelé ça les bombes arc-en-ciel parce que visiblement, ça perturbait la haute atmosphère quand les bombes explosaient et ça créait des aurores, un peu des orages géomagnétiques, etc. Donc, ça formait des structures assez jolies dans le ciel. Et c'est pour ça qu'ils les ont appelées les bombes arc-en-ciel. Voilà, donc non, ils n'ont absolument pas cherché à faire péter le dôme, sont juste amusés à faire péter des bombes atomiques dans l'espace. Ce qui est tout aussi con, hein, faut admettre, mais il n'y a absolument rien de mystérieux là-dedans. Hein, non, vous pouvez chercher hein, Opération Fishball, Starfish Prime, et je vous donnerai les liens des deux vidéos. Vous allez voir, c'est des documentaires qui sont quand même vachement bien foutus. Voilà. Et puis je vais terminer avec un moment qui était savoureux. Alors malheureusement ça fait au détriment de Vincent, mais bon c'était tellement rigolo, je suis désolé. Il y a le réveil conspirationniste qui s'est énervé à un moment donné en demandant comment ça se fait qu'on a créé un site internet qui s'appelle terreplate.org. Alors je vais vous mettre le lien quand même, hein, parce que je suis sympa. Terreplate.org. Et ce site, justement, dénonce l'arnaque de la Terre plate. Alors, mais ça les a fait disjoncter. Vincent, malheureusement, était présent dans le panel et donc c'est lui qui a dû répondre aux questions, alors que le pauvre, il avait été très peu impliqué dans ce petit délire. Et moi-même, j'avoue que j'étais très peu impliqué. L'auteur, je le remercie énormément, l'auteur du site internet, c'est un gros taquin, on va dire. Et
Et donc, pourquoi on a utilisé ce titre? Justement parce que c'est un gros pied de nez aux platistes, hein. Étant donné que ces personnes ont la fâcheuse habitude de censurer à mort tout commentaire qui va les emmerder un petit peu, surtout quand on amène des arguments, ils censurent comme des gros cochons. Et bien on s'est dit, pourquoi on ne créerait pas un site internet francophone qui s'appelle Terre plate ou Terre plane? Et voilà, ça marche, c'est rigolo. Alors, il y a on est soi-disant on est 14 à peu près. Alors attendez, il faut que je trouve. Supportez-nous, contact, plan de site. Bref, voilà, il y a les noms de plusieurs personnes hein, dedans, dont moi, Olivier Joseph, Vincent B, Cyberlolo, etc., etc., Kevin. Et à un moment donné, il y a le réveil conspirationniste qui accusait Vincent en disant « Mais combien tu touches hein? C'est quoi ton pourcentage pour toucher de l'argent par rapport à ça ?» Alors Vincent, lui, il était un petit peu largué, le pauvre, et moi aussi, à ce moment-là, je fais « Merde, c'est vrai, bon, il y a des demandes de dons. » Alors j'ai été voir dans le menu, et effectivement, il y a un petit onglet, il y a marqué « Supportez-nous ». Alors il suffit de cliquer dessus, et là, on se rend compte, si on clique dessus, oh putain, il y a déjà 474 tipeurs. Alors, les mecs, ils sont un petit peu énervés, quoi, tu vois, ils se sont dit, putain, mais voilà, il y a 474 tipeurs, c'est dégueulasse. Les mecs, ils se font de l'argent sur le dos de la terre plate, quoi. Et, et ils demandaient à Vincent, c'était quoi son pourcentage. Alors que si un seul de ces gros malins avait eu, voilà, l'intelligence de cliquer sur, regardez, je le fais là, clique sur 474 tipeurs. Ah merde, pourquoi il m'a sorti le dictionnaire? À propos des dons, à qui va l'argent? Cette bonne vieille question qui permet de résoudre pas mal de circuits obscurs est la première à se poser. Vais-je soutenir un mouvement radical qui ne dit pas son nom, un mouvement sectaire ou religieux dissimulé, une association sans fondement ni contrôle et parfois sans réalité, un anonyme qui prétend détenir des informations très véridiques mais surtout monnayables, un individu peu scrupuleux qui surfe sur les fake news, un pseudo-journaliste capable de dire tout et son contraire d'un article à l'autre, un escroc qui veut bâtir sa maison en faisant croire qu'il crée un tourist resort, un vieux fou qui n'a pas assez de revenus avec sa retraite pour payer sa dop, un petit escroc qui entend vivre des dons en faisant le relais de tout et n'importe quoi. À quoi va servir cet argent? À améliorer la vie du bénéficiaire, à améliorer son matériel personnel pour ses vidéos, ses pseudo-recherches, à alimenter ses caisses noires, à améliorer ses messages destinés à ses prochaines victimes, à obtenir de plus en plus moyens de visibilité pour ses messages, parfois à ériger une défense via un avocat pour résister aux attaques extérieures. Vous donnez déjà beaucoup trop? Non. Il y a une vidéo d'Athéos, et dessous il y a marqué « C'est pourquoi vous ne trouverez pas de lien sur cette page pour nous envoyer de l'argent ou quoi que ce soit d'autre, sauf peut-être un petit message. » Il n'y a pas de don sur cette page. Les gars, si vous aviez cliqué sur ce petit onglet, sur les dons Tipeee, PayPal et compagnie, vous auriez vu cet article. Si vous menez vos recherches sur la Terre plate avec la même curiosité qui a été la vôtre quand vous avez cliqué sur ce truc, autant vous dire que vous êtes grave dans la merde, les mecs. Parce que si vous aviez cliqué sur ce lien, vous auriez vu que c'était juste une petite blague. Voilà. Il faut être curieux dans la vie, mais il ne faut pas être con non plus. Et en l'occurrence, les accusations du réveil conspirationniste et de Freddy Krueger et de compagnie, elles sont complètement risibles. C'était un grand moment, hein, j'avoue. Moi, je me marrais. J'étais derrière mon écran, je me bidonnais. Voilà. Donc les mecs, vous êtes largués. Voilà. Si vous aviez cliqué sur l'onglet, vous auriez vu que c'était une grosse blague, quoi. Voilà. Donc au final, cette page terreplate.org, elle est excellente, quoi. Non seulement ça les fait rager, hein, mais en plus, ils pètent un câble. Parce qu'ils comprennent rien, en fait. Voilà, donc terreplate.org, terreplane, voilà, c'est juste un site web où il y a des articles qui mettent en lumière un peu les petites arnaques et filouteries de nos amis platistes. Voilà. Concernant le fait que je ne participe pas au hangout de ces messieurs. Alors j'ai déjà expliqué, je trouve que c'est carrément trop asymétrique. Vous êtes 5 contre 1, c'est pas juste. Quand vous dites mais non, on va pas vous couper la parole, etc., etc., c'est complètement faux. Il suffit de voir comment Vincent s'est fait
bah, il n'a pas pu parler pendant un moment parce qu'il y a le réveil conspirationniste qui disjonctait littéralement. Freddy Krueger qui l'accusait de je sais plus trop quoi. Bref, c'est pas correct. Hein, j'irai pas sur ce genre de truc parce que je sais que euh, je vais pas pouvoir parler. Non seulement bah, vous allez me couper la parole, mais en plus vous allez me sortir des sophismes à la con, et puis ça va vite m'énerver. Et quand je m'énerve, j'ai tendance un peu à perdre mes moyens, et ça c'est la vérité, hein, je suis pas quelqu'un d'ultra performant quand il s'agit de causer. Donc ça m'intéresse absolument pas. En revanche, je suis prêt à organiser une fois un débat, mais qui opposera seulement 2 contre 2. Voilà. Ou 1 contre 1, mais pas 3 contre 3, parce que ça va vite devenir une cacophonie et ça va pas être gérable. 2 contre 2 ou 1 contre 1, voilà. À la rigueur, si vous voulez, je pourrais même discuter. On organisera ça sur ma chaîne ou bien sur une chaîne secondaire que je vais pouvoir créer et puis qu'on pourra dégager après, mais qui ne servira pas sur ma chaîne principale, histoire que vous ne veniez pas dire oui, mais tu cherches à te faire des vues grâce à nous. Absolument pas. Voilà. On pourra organiser ça. Comme je l'ai déjà expliqué, en ce moment, je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas chez moi, je suis toujours bloqué en métropole. Peut-être que mardi, je vais rentrer en Nouvelle-Calédonie, c'est pas dit. Euh, une fois que je serai en Nouvelle-Calédonie, j'en ai pour 15 jours d'hôtel de quarantaine. Peut-être que là-bas, la connexion Internet sera suffisamment bonne pour que je puisse organiser ça, mais c'est pas dit. Mais au bout des 15 jours, je vais rentrer chez moi, et chez moi j'ai la fibre, et donc là on pourra organiser un direct, et il y aura toujours les piafs qui vont venir vous casser les oreilles, parce que voilà. À ce moment-là, on pourra faire éventuellement un petit débat, voilà, tranquillou. Voilà, ça sera pas. Evrard peut en témoigner, on n'est pas des méchants sur ma chaîne, on laisse les autres parler, hein. Voilà. Contrairement à d'autres. Eh bien, cette vidéo touche à sa fin. Je pense que j'ai déjà bien assez parlé. J'espère que ça n'aura pas été trop con et surtout pas trop long. Je vais vous donner les liens donc, de la vidéo de The Science Coder où il y a le passage justement où j'explique l'histoire des mesures de l'étoile polaire par rapport à l'horizon. Je vais donner le lien des documentaires Trinity and Beyond et les Nuke in Space. Je vais donner le lien de la carte de l'Antarctique. Je vais donner le lien du site EODIS qui permet d'avoir des photos satellites du détroit de Bering quotidiennes. Je vais donner le lien de terreplate.org. Je vais donner le lien pas encore, ah oui, du direct d'un direct d'un lancement SpaceX où vous allez pouvoir observer les blocs de glace qui se détachent et qui viennent ruisseler sur la couronne de tuyère d'un lanceur. Voilà. Et bien, je vous dis à la prochaine. Et désolé pour cette vidéo qui est un petit peu trop longue, je trouve. Salut et portez-vous bien.